Je m'appelle Emily Hartman, j'ai 34 ans et je possède une petite galerie d'antiquités dans le quartier de Pearl à Portland, Oregon. Pour les étrangers, ma vie semble ordinaire. Je porte des cardigans usés, je conduis une Honda Civic vieille de 15 ans et je passe mes journées à nettoyer des objets que la plupart des gens qualifient de vieilleries. Mais pour ma famille, je suis la déception, une femme célibataire, sans enfants, sans carrière prestigieuse et certainement sans diplôme d'une université de l'Ivy League inventée pendant les fêtes. Mon père, M. Hartman, dirigeait autrefois une agence d'assurance régionale et croyait que la valeur nette définissait le caractère d'une personne. Ma mère, Carole, était directrice d'école primaire, convaincue que le succès venait de la bonne école, du bon conjoint et de la bonne carrière, leur fierté et leur joie. Mon frère Daniel était l'exemple parfait. Il a obtenu un diplôme de Yale, est devenu avocat d'entreprise à New York, a épousé une cardiologue pédiatrique et a envoyé ses jumelles dans une école privée où elles ont appris le mandarin avant la 2e année. Leurs cartes de vœux ressemblaient à des publicités, pulls assortis, sourires parfaits et joie mise en scène. Et moi, j'ai étudié le patrimoine culturel à l'université de l'Oregon, pendant que Daniel plaidait dans les salles d'audience. Je passais mon temps dans les archives, à rechercher des styles de meubles et des finitions anciennes. L'art. C'est charmant, a dit un jour ma mère, mais ça ne paie pas les factures. Je me souviens encore de ses épaules qui s'affaissaient lorsqu'elle a refermé ma lettre d'admission à l'université. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé 4 ans comme assistante dans une entreprise d'expertise, apprenant à distinguer le vrai acajou du plaquage et à repérer les quincailleries d'antiquités authentiques. Un jour, je suis rentrée excitée à propos d'une lampe que j'avais découverte, sous-évaluée de 4 000 $ et 0 cents. Mon père a simplement marmonné. Ça semble risqué. À 27 ans, j'ai utilisé mes économies, emprunté un peu à une ancienne colocataire et loué une boutique étroite sur la rue Everett. Je l'ai appelée Hartman un héritage, disposant chaque pièce comme si elle appartenait à un musée le jour de l'ouverture. Ma mère a apporté un bouquet emballé dans du plastique et a chuchoté à ma tante. J'espère qu'elle en sortira avant ses 30 ans. Depuis lors, j'étais reléguée à une note de bas de page lors des réunions de famille. Chaque Noël, Daniel brillait en tant qu'avocat talentueux et père parfait. Pendant ce temps, on me demandait si la boutique était toujours ouverte ou si j'avais essayé l'enseignement comme remplaçante. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que chaque pièce que je vendais redonnait vie à un morceau d'histoire. Un service à thé art déco en argent m'a un jour tenue éveillée toute la nuit, terrifiée à l'idée d'avoir mal jugé sa valeur. Une boîte à musique du 19e siècle, vendue discrètement, a fait pleurer une femme lorsqu'elle a joué l'air que sa grand-mère fredonnait en 1945. Les gens ne voyaient que la ternissure, ils ne voyaient jamais l'histoire. Mais la partie la plus difficile n'était pas leur dédain, c'était de sentir que je ne serais jamais assez. Peu importe à quel point je travaillais dur, je restais Émilie, l'excentrique, célibataire, sans diplôme d'élite, laissant à ma mère rien de clinquant à partager lors de son cercle de café du samedi. Finalement, j'ai accepté mon rôle secondaire. Au moins, de là, on me laissait tranquille. Je n'ai jamais dit à personne, pas même à mon amie la plus proche, que l'une des premières choses que j'ai vendues chez Hartman Héritage m'a secrètement ouvert un nouveau monde. C'était une horloge de cheminée française du début du XXe siècle, trouvée enfouie dans une unité de stockage à l'extérieur de Portland. Le propriétaire voulait juste s'en débarrasser, et je l'ai achetée pour 45 $ et 0 cents. Après avoir soigneusement nettoyé la saleté, huilé les engrenages et recherché les inscriptions fanées, j'ai découvert qu'elle avait été fabriquée par elle, Leroy Thiers, sur mesure pour un diplomate français sous Napoléon III. 3 mois plus tard, elle s'est vendue aux enchères à San Francisco pour 52 000 $ et 0 cents. Je n'ai pas dépensé un centime. Au lieu de cela, j'ai ouvert un compte d'investissement privé sous l'entité de mon entreprise, séparant les actifs personnels et professionnels. C'est alors que j'ai réalisé que ma passion n'était pas seulement sentimentale, elle pouvait créer une véritable richesse. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille, j'avais besoin de connaissances, de patience et de la capacité à voir des trésors là où les autres voyaient du bric-à-brac. J'ai commencé à me lever à l'aube les week-ends, conduisant vers des ventes de succession dans tout l'Oregon et Washington, surtout dans les vieux quartiers et les villes côtières. De nombreuses familles aisées dans des endroits comme Astoria ou Tacoma n'avaient aucune idée de comment évaluer les héritages familiaux lors de réduction d'effectifs.
Armée d'un carnet et d'un scanner portable, je me suis appris à repérer les détails authentiques, des joints en queue d'aronde véritable, des gravures authentiques d'art et métier au lieu de reproductions bon marché. L'une de mes trouvailles préférées était à Seattle. Un couple âgé vendait la bibliothèque de leur père. Parmi les livres se trouvait une gravure sur bois rare, un original de 1837 annoté par un historien britannique qui avait relaté la guerre de 1812. J'ai payé 150 $ et 0 cents pour toute la boîte. 6 mois plus tard, après avoir vérifié la signature, la gravure s'est vendue à un musée pour 215 000 $ et 0 cents. Quelques grandes victoires chaque année, combinées à des ventes plus modestes mais régulières, ont permis à mon portefeuille de croître discrètement. Je ne gardais rien à mon nom, à la place. J'ai formé une LLC appelée Evergreen Holdings et j'ai fini par acheter l'immeuble où se trouve ma galerie. Pas seulement la galerie, mais aussi les 4 lofts au-dessus, le bureau d'à côté et le parking derrière la ruelle. Je possédais tout sous Evergreen Holdings, la LLC que ma famille ignorait. Ils pensaient toujours que je me débrouillais à peine, gardant la galerie ouverte pour le plaisir, et je les laissais le croire. Je vivais simplement parce que je le choisissais. La plupart de ma garde-robe était composée de trésors vintage trouvés pour 20 $ au marché Opus de Portland, certains cousus à partir de châles français centenaires. Ma voiture était une vieille Honda Civic, mais bien entretenue, emplie de l'odeur des vieux livres et des voyages en voiture. Je n'achetais pas de vin cher, mais je possédais un ensemble de verres en cristal baccarat que j'avais sauvé d'un prêteur sur gage pour presque rien. Chaque année, je voyageais en Europe, officiellement pour des voyages d'achat, mais en réalité pour flâner dans les musées de Florence, parcourir les librairies tranquilles de Bruges, ou me promener dans les rues pluvieuses de Paris, observant les lampadaires scintiller sur le pavé. Je n'avais rien à prouver à personne. À Thanksgiving, j'arrivais chez ma mère à Portland vers midi. Pourtant, une tarte à la citrouille faite maison et un ensemble de cuillères en argent anciennes polies. Chaque année, j'apportais à Daniel un petit cadeau avec une signification historique. Chaque année, il le mettait de côté à peine regardé, puis lançait des histoires de victoires judiciaires ou de voyages de ski à Aspen. La maison de ma mère était la même. Arbustes taillés, hortensias à l'avant, une odeur de dinde rôtie et de sauge. Daniel était déjà là. Son SUV noir élégant occupait l'allée. Alors je me suis garée plus loin dans la rue, les feuilles craquant sous mes chaussures. Eh bien, regardez qui est là, a dit Daniel en me voyant entrer. Heureusement que tu n'as pas gardé la galerie ouverte aujourd'hui. Émilie. Je me suis contentée de sourire. J'avais laissé ma nouvelle assistante gérer la boutique, mais Daniel ne comprendrait pas la délégation. Pour lui, si vous n'étiez pas enchaîné à un bureau, vous ne travailliez pas dans la cuisine. Maman m'a tendu un sac de pommes de terre Yukon Gold. Peux-tu les éplucher, ma chérie? Ton frère s'occupe de la découpe. Je me suis fiable. Système, suis assise à la table, épluchant tranquillement les pommes de terre. Comme chaque année, papa est entré, un verre de bourbon à la main, rayonnant en regardant Daniel tout en me jetant à peine un coup d'œil. Comment va la galerie? Émilie, toujours ouverte, a-t-il demandé, comme toujours. Papa, ai-je répondu. Il s'est retourné vers les récits de Daniel sur ses affaires judiciaires. Maman versait la sauce, souriant fièrement. Vers 3 heures, nous nous sommes tous rassemblés autour de la table, baignés dans une lumière chaude et l'odeur du dîner de Thanksgiving. Tout semblait comme tous les autres ans jusqu'à ce que Daniel dise « Où est mon téléphone? La batterie doit être morte. » J'ai jeté un coup d'œil. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, où je l'avais laissé en rinçant les canneberges. Avant que je puisse bouger, Daniel l'a pris, a glissé l'écran et a parcouru mes notifications. 1 seconde plus tard, son visage est devenu pâle. Sa voix a traversé la cuisine chaleureuse. « C'est quoi ça, Émilie ?» La pièce est devenue silencieuse. Il a brandi mon téléphone comme une arme fumante. L'écran brillait. Une notification de Ryan, mon conseiller financier, était visible. Félicitations. Votre patrimoine net vient d'atteindre 200 000 $ et 0 cents. Rencontrons-nous la semaine prochaine pour discuter de nouveaux investissements. Papa a posé son verre de bourbon, éclaboussant la nappe. Maman m'a regardé, les yeux écarquillés. Daniel me fixait comme si j'avais avoué un crime, tenant mon téléphone comme une preuve. « Tu te moques de moi ?» a-t-il lâché. 15 millions. Toi, cette petite galerie a fait tout ça. Je me suis levée et j'ai tendu la main. Rends-moi mon téléphone. Daniel. Il a reculé, les yeux flamboyants.
Non. Explique-toi. D'où vient cet argent? Tu fais du blanchiment d'argent? Quelque chose de louche? Parce que si c'est le cas, tu entraînes la famille là-dedans. Rien d'illégal. Et je dis calmement. Chaque dollar est à moi. Il vient du travail que vous avez toujours considéré comme un jeu avec de vieilles cochonneries. La voix de papa tremblait. C'est vrai, Émilie. Tu as vraiment autant d'argent? J'ai hoché la tête. La pièce semblait figée. Il y a 1 minute. On parlait de farce. Maintenant, on aurait dit une salle d'audience. Daniel a secoué la tête. Toutes ces années, tu as laissé tout le monde penser que tu étais fauché. Maman s'inquiétait pour ton avenir. Papa te demandait si tu voulais enseigner. Et pendant ce temps, tu étais assise sur des millions. Maman a murmuré. Presque pour elle-même. Elle porte de vieux pulls, achète des livres d'occasion pour les enfants, conduit cette vieille Honda, et elle est millionnaire. J'ai repris mon téléphone doucement et l'ai glissé dans ma poche. Personne n'a jamais demandé, personne n'a vraiment écouté quand je parlais de mon travail. Vous ne vous en souciez pas. Sauf s'il s'agissait de Daniel. Daniel a eu un rire bref et amer. Eh bien, super. Maintenant, on sait, on va avoir beaucoup à discuter après le dîner. En regardant autour de la table, des yeux méfiants de papa à la ligne tendue sur le front de maman. Je savais que le dîner était loin d'être terminé. Nous avons mangé en silence. La dinde a refroidi dans nos assiettes. La sauce s'est épaissie en une pâte brune. Personne n'a touché les fameuses patates douces rôties de maman. La conversation avait été remplacée par un chiffre clignotant dans l'esprit de chacun. 15 200 000 $ et 0 cent. Personne ne m'a félicité. Personne n'a reconnu les années où j'ai travaillé seule. À la place, il n'y avait que du silence et des calculs derrière des regards prudents. Bien sûr, Daniel a été le premier à parler. Il a posé sa fourchette et a dit, d'une voix douce mais tranchante, « Tu sais, Émilie, Olivia a une chance d'étudier l'art à Paris. C'est une opportunité énorme, mais les frais de scolarité et de vie sont exorbitants. Si tu aidais, ça changerait tout. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu me demandes de l'argent ?»« Ce n'est pas demander, » a répondu Daniel froidement. « Nous sommes une famille. Nous en avons besoin. C'est juste. » Papa a hoché la tête comme si cela avait du sens. Maman a bu une gorgée d'eau et a ajouté doucement. « Tu vis seule. Pas d'enfant. Pas de frais de garderie. Aider ta famille ne serait pas un fardeau. N'est-ce que pas, ma chérie ?» Avant que je puisse répondre, Julia, la femme de Daniel, habituellement silencieuse, est intervenue. La vérité. C'est, a-t-elle dit, croisant les bras, que tu as des millions qui dorment là pendant que Daniel jongle avec les frais de scolarité, une hypothèque et les factures quotidiennes. Émilie. Tu fais du shopping vintage? Tu conduis une vieille Civic? Tu vis dans un petit loft? As-tu vraiment besoin de tout cet argent? J'ai posé ma fourchette. Donc, parce que je vis simplement, je ne mérite pas ce que j'ai gagné. Julia a haussé les épaules. Tout ce que je dis, c'est que si tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre devrait le faire. J'ai gardé ma voix stable. Et les années que j'ai passées à apprendre, les risques que j'ai pris, les heures de travail pendant que vous moquiez tous mon truc poussiéreux d'antiquité, maintenant, parce qu'un chiffre apparaît, vous pensez avoir droit à une part. Daniel s'est penché en avant, baissant la voix. Te rends-tu compte à quel point nous nous sommes inquiétés? Maman n'en dormait pas, pensant que tu ne pouvais pas payer ton assurance. Tu nous dois un peu d'honnêteté. J'ai ri doucement. C'est riche. Pendant des années, aucun de vous ne s'est intéressé à mon travail. Pas une seule fois maman ou papa n'ont visité ma galerie après le jour de l'ouverture. Chaque fois que je partageais une nouvelle sur une antiquité, vous m'ignoriez. Et maintenant, je vous dois quelque chose. La voix de maman s'est raffermie. Nous ne te mettons pas la pression, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Nous suggérons simplement que tu utilises ta bonne fortune pour aider ceux qui te sont proches. Je les ai regardés autour de la table. Tout le monde me fixait comme si j'étais un portefeuille vivant. 1 minute passa, puis 2... Enfin, Daniel a parlé à nouveau, d'une voix douce mais précise. Je ne demande que pour Olivia, peut-être un petit fonds de bourse. Tu pourrais même y mettre ton nom. Un petit geste pourrait changer tout son avenir. Et après ça, ai-je demandé. Ensuite, ce sera ton hypothèque. Puis les réparations du toit de papa. Puis le fonds de santé de maman. Suis-je censée être une banque? Un distributeur avec un nom de famille? Julia a soupiré, visiblement irritée pour la première fois de la soirée. Émilie, ne sois pas dramatique. Tu n'as pas à tout donner. Peut-être juste 3 millions.
Ça te laisse encore 12 millions à apprécier. Je me suis tournée vers papa, qui avait à peine parlé. Qu'en penses-tu? Papa, il n'a pas croisé mon regard. Ta mère a raison. Nous ne te forçons pas, mais souviens-toi, nous avons tous pensé à t'aider quand tu avais des difficultés. Maintenant, c'est à ton tour d'aider en retour. J'ai hoché la tête lentement, un vide se formant dans ma poitrine. J'attendais de la surprise. Je n'attendais pas d'applaudissements, mais j'espérais au moins une reconnaissance de mon travail. Au lieu de cela, il me regardait comme un chiffre dans un registre. Personne n'a demandé ce que j'avais appris. Personne ne s'est soucié de ce que je voulais. Ils ont calculé, divisé et appelé ça de l'amour. J'ai regardé l'horloge, presque 16 heures. J'ai besoin d'air, ai-je dit, repoussant ma chaise. Émilie a appelé maman. Ne pars pas au milieu du dîner. Je me suis retournée, ma voix basse et claire. Je ne pars pas. Je revendique les limites que cette famille vient d'essayer de franchir, puis je suis sortie dans le froid, sans manteau, laissant le vent piquant de novembre à Portland me fouetter le visage. Pour la première fois de ma vie, tout semblait clair. Je me tenais sur le porche, les doigts serrés sur la rambarde, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial. À l'intérieur, le tintement des couverts et les voix étouffées ressemblaient plus à une salle de réunion qu'à un dîner de famille. J'ai pris une profonde inspiration, calmant mon cœur. 10 minutes plus tard, je suis retournée dans la salle à manger. Avant que quelqu'un d'autre ne décide comment dépenser mon compte en banque, ai-je dit posément: je dois clarifier une chose. Tous les trois m'ont regardée comme si j'étais une étudiante insolente défiant le professeur en plein cours. Mon argent n'est pas le fruit de la chance, ai-je dit calmement. Personne dans cette pièce n'était là quand j'ai commencé. Aucun de vous n'a été présent quand je transportais des meubles poussiéreux à 6 heures du matin, ou que je rentrais après des journées de 12 heures entourées de moisissures et d'échardes. Alors pourquoi quelqu'un ici pense-t-il avoir son mot à dire sur la façon dont je le dépense? Daniel s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. Je ne dis pas que tu n'as pas travaillé dur, Émilie, mais si tu aimes vraiment cette famille, aider ne devrait pas sembler être un fardeau. J'ai esquissé un sourire crispé. Je ne manque pas d'amour. Je manque de respect mutuel. Papa a reposé son bourbon, ses doigts tremblant légèrement. Ta mère s'est inquiétée pour toi pendant des années. Nous n'avions aucune idée que tu avais économisé autant. C'est parce qu'aucun de vous ne voulait savoir, ai-je répondu. Chaque fois que je parlais de mon travail, quelqu'un changeait de sujet ou disait: tiens bon, personne n'a jamais cru que je pourrais vraiment réussir. Yulia, sortant son téléphone comme pour vérifier des chiffres, a parlé d'un ton bas et tranchant. Le problème n'est pas que tu aies de l'argent, Emily. C'est que tu l'as caché. Ça ressemble à une trahison. J'ai hoché la tête lentement. S'il y a quelqu'un dans cette maison qui sait ce que la trahison ressent, c'est moi. Daniel a frappé la table du plat de la main. Assez. Tu ne peux pas rester là à prétendre être juste en refusant d'aider ta propre nièce. Je ne refuse pas d'aider, ai-je dit calmement. Aider. C'est quand quelqu'un demande avec respect. Ça. J'ai fait un geste autour de la table. C'est une exigence. Un voyage de culpabilité enveloppé d'arrogance. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Tu déchires cette famille à cause de l'argent. Tu vis seule. Pas de mari. Pas d'enfant. Que vas-tu faire avec tout cet argent toute ta vie? Ces mots m'ont profondément blessée. Je vais vivre comme je veux. Ai-je dit, la voix rauque. Et si ça t'embarrasse, je porterai ces fardeaux. Daniel s'est levé brusquement, repoussant sa chaise. Si tu pars d'ici sans accepter d'aider, ne t'attends pas à ce que les choses restent les mêmes. Ne t'attends pas à des invitations d'anniversaire. Ne t'attends pas à venir à la remise des diplômes d'Olivia. Je l'ai fixé. Tu utilises tes enfants pour négocier avec moi. Ce n'est pas une négociation, c'est une conséquence. Je me suis dirigée vers la porte et j'ai pris mon manteau sur le porte-manteau. Mes mains tremblaient de froid et de colère, mais ma voix restait stable. Je ne dis pas non parce que je suis égoïste. Je dis non parce que j'ai appris la leçon la plus coûteuse de ma vie. Ne jamais laisser les autres décider de votre valeur. Si on ne la voit qu'une fois, elle se transforme en argent. Papa m'a appelé alors que je partais. Tu le regretteras. Tôt ou tard, être seul te rattrapera. Je me suis retournée. J'ai encore de la famille, mais pas ici. Et j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis sortie dans le crépuscule de Portland, mon manteau léger inutile contre le froid mordant de novembre. Mes mains étaient gelées, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement claire, plus de dîners tendus, de commérages chuchotés, ou de regards calculateurs de mon frère et de sa femme,
Plus de commentaires vagues prétendant être de l'inquiétude, juste l'écho de mes propres pas sur les trottoirs de briques, fermes, solides, de plus en plus légers à chaque pas, comme des pierres tombant de mes épaules. De retour à Hartmann, un héritage. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je suis montée dans mon petit loft et me suis assise près de la fenêtre. De là, je pouvais voir la rue Everett, alors que les enseignes au néon s'allumaient. Du jazz doux s'échappait du café au coin de la rue. Tout semblait pareil, mais j'avais changé. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de maman. Tu nous as entendus, mais je t'aime toujours. Rien de Daniel. Je ne l'attendais pas. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, non pas pour éviter quoi que ce soit, mais pour me rappeler que les voix qui comptent ne sont pas celles enveloppées de culpabilité ou de sarcasme. Le lendemain matin, j'ai ouvert la galerie tôt, pas pour vendre, mais pour nettoyer, pour effacer toute trace de la veille. Être traité comme un investissement familial m'a donné envie d'ordre, dans ma boutique et dans mon cœur. La pièce est devenue silencieuse pendant un moment, le dos tic-tac de l'horloge murale vintage remplissant le vide. Puis papa s'est redressé, a posé sa tasse de thé et a dit lentement: Nous avions tort de croire que tu devais suivre le chemin de Daniel pour réussir. Je pensais que c'était plus sûr comme ça. Je comprends, ai-je dit, ma voix stable. Mais j'ai besoin que vous compreniez ça aussi. Je n'ai pas besoin de louanges. Je veux juste être vue comme suffisante. Maman n'a rien dit. Elle a simplement hoché la tête, un petit hochement presque imperceptible, mais il était là. Vers 7 heures ce soir-là, je les ai raccompagnés. Je me tenais sur le porche, regardant leur berline argentée disparaître au coin de la rue. Pas de larmes, pas de vieilles douleurs. Juste une vérité. Je n'avais pas besoin qu'ils deviennent les parents que j'avais autrefois souhaités, mais j'avais choisi de parler, pas de rester silencieuse. J'avais tenu mes limites, et j'avais empêché la compassion de se transformer en négociation. Plus tard, de retour à Hartmann un héritage, je me suis assise parmi les antiquités, dans une pièce où le temps n'était pas jeté mais préservé avec soin. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit ma dernière pensée de la journée. Pour la première fois, Thanksgiving n'était pas un test, c'était juste un dîner entre 3 personnes, et je n'avais pas à demander la permission d'être moi-même. Peut-être que ma famille ne me comprendra jamais complètement, mais elle n'a plus le pouvoir de me définir. L'histoire d'Émilie est un rappel que la vraie valeur ne vient pas des louanges familiales ou de l'approbation de la société, mais du courage de vivre avec un but et de protéger ses limites personnelles. Dans un monde obsédé par les titres et les diplômes, elle a choisi un chemin plus calme et significatif, et a construit une vie de ses propres mains. Auriez-vous fait le même choix à la place d'Émilie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes sur le courage, la famille et la découverte de votre propre chemin. Jasmine. L'étudiante que j'avais embauchée 3 mois plus tôt est arrivée vers 8 heures du matin, tenant un cappuccino, le front plissé d'inquiétude. Ça va. Je t'ai envoyé un message hier, mais pas de réponse. J'ai souri et pris la tasse chaude. Mieux que tu ne le penses, et merci de t'être inquiétée. Embaucher Jasmine était l'une de mes meilleures décisions cette année. 23 ans, passionnée par les textiles anciens, obsédée par la broderie victorienne, et dotée de quelque chose qui m'avait manqué autrefois, un mentorat. Maintenant, je suis le mentor. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis investie dans ma galerie. J'ai lancé une série de blogs sur les meubles en bois américains du XVIIIe au début du XXe siècle. Le trafic a explosé, et les collectionneurs ont commencé à envoyer des notes de remerciement. L'un d'eux a même demandé à devenir mon apprenti. J'ai commencé à organiser des événements mensuels de discussion autour du thé, invitant des clients, des voisins et des étudiants. Nous nous rassemblions parmi les antiquités, sirotant du thé à la menthe et partageant des histoires, un miroir en chêne de l'époque de la guerre civile, des gobelets en cristal. Oubliés dans une cale à Charleston, lors de ces rassemblements, personne ne demandait combien d'argent j'avais. Ils demandaient plutôt: cette boîte appartenait-elle à quelqu'un de célèbre? Ou comment distingue-t-on une couture à la main d'une couture à la machine? Ils se souciaient de l'histoire, pas des étiquettes de prix. Un après-midi, en emballant un vase délicat destiné à la Californie, un courriel est arrivé. Un petit musée à Seattle voulait collaborer sur un atelier sur la fabrication de meubles coloniaux. Mon nom avait été recommandé par un professeur d'université. J'avais autrefois aidé à authentifier un ensemble de salles à manger du XIXe siècle. C'est alors que j'ai réalisé que je ne vivais plus dans l'ombre de mon frère Daniel. J'étais ma propre personne, avec une voix et une communauté. Par une nuit fraîche de décembre,
J'ai fermé Hartmann Héritage et traversé la rue Everett jusqu'à la boulangerie, où Madame Marie, la propriétaire de 68 ans, m'a fait signe. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, partageant une tarte aux pommes chaudes et du thé à la cannelle. Elle avait été la première à m'embaucher pour évaluer des antiquités pour une collecte de fonds de quartier, et la première à dire: Tu as des yeux qui remarquent ce que les autres manquent, ne laisse jamais personne les fermer. Je lui ai brièvement raconté ce qui s'était passé à Thanksgiving. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails, disant seulement: Le sang n'est pas toujours la famille. Parfois, la famille, c'est ceux qu'on choisit. Cette nuit-là, je suis rentrée tard. Le vent hurlait à travers les fenêtres de mon loft, mais je n'avais pas froid. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit: Personne ne peut vous enlever ce que vous construisez de vos propres mains. Je n'ai pas besoin d'eux. J'ai moi-même et les gens qui me voient vraiment. Janvier est arrivé, clair et frais, rempli de résolutions silencieuses. J'ai accroché une affiche dans la vitrine de la galerie. Cours d'évaluation et de préservation d'antiquités commence le 14 janvier, limité à 8 étudiants. En 3 jours, le cours était complet. Parmi les inscrits, une femme de 72 ans passionnée par la porcelaine française, un professeur d'histoire à la retraite, 2 amis universitaires étudiant le design d'intérieur et un chef de Seattle planifiant un restaurant à thème du 19e siècle. Lors des premières sessions, nous nous sommes réunis autour d'une table en noyer, récupérée dans une église abandonnée. Je ne faisais pas de conférence comme un professeur. Je racontais des histoires, des sculptures cachées sous des chaises Windsor, l'odeur du shellac des années 1920, une table abîmée, autrefois considérée comme un déchet, qui s'est révélée être une pièce post-coloniale rare. En voyant leurs yeux s'illuminer, j'ai réalisé que je ne faisais pas qu'enseigner, je partageais une étincelle, Jasmine. Pendant ce temps, gérait toute la vitrine pendant que j'enseignais, s'occupant des présentoirs et apprenant à dater les tissus historiques. Un vendredi après-midi, juste après une session sur l'acajou brésilien, Jasmine m'a tendu une enveloppe verte nouée d'un ruban. Ouvre-la, a-t-elle dit, les yeux brillants. À l'intérieur, une proposition dessinée à la main pour agrandir l'arrière de la galerie en un atelier de préservation et un espace d'apprentissage. On pourrait organiser des sessions pratiques, a-t-elle dit. Et si tu es d'accord, j'aimerais en faire un centre de formation pour les jeunes. J'ai étudié ses croquis et j'ai souri. Jasmine, tu vois grand, parce que j'ai appris de quelqu'un qui ose rêver grand, a-t-elle répondu. Ce soir-là, j'ai appelé Ryan, mon conseiller financier. Nous avons décidé d'allouer 250 000 $ et 0 cent de mes investissements pour créer le Fonds Evergreen, une bourse pour les étudiants passionnés par la conservation du patrimoine et le design d'antiquités. La seule règle, un projet concret. En mars, nous avions reçu 43 candidatures de 11 États. La première bénéficiaire était Lina Martinez, 27 ans, qui avait abandonné l'université faute de moyens pour payer ses études en conservation du bois. Elle avait envoyé des photos de pièces qu'elle avait restaurées et écrit « Je ne veux pas profiter de ce qui est nouveau, je veux préserver l'ancien pour que les générations futures comprennent comment vivaient leurs ancêtres. » Quand je l'ai appelée, Lina a fondu en larmes. « Vous n'avez pas idée, vous m'avez sauvée de retourner travailler dans un magasin de proximité. » Ces mots m'ont marqué pendant des jours. Je n'avais sauvé personne. J'avais simplement fait ce que j'avais autrefois souhaité que quelqu'un fasse pour moi. Croire en ma passion quand je n'avais rien d'autre. Fin avril, l'arrière de la galerie est devenue la salle des archives, un espace pour des ateliers et des expositions. Certains jours, les gens attendaient dehors faute de place. Un soir, en réapprovisionnant les étagères, une femme est entrée, c'était Amanda, ma cousine qui avait évité les fêtes de famille pendant des années. Elle avait déménagé à Seattle pour enseigner l'écologie et la restauration de charpentes en bois. « J'ai entendu parler de ton cours via un forum », a-t-elle dit en souriant. « Je ne savais pas que c'était toi. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. » Je l'ai invitée à entrer. J'ai préparé du thé à la menthe et nous avons discuté d'une collaboration sur un cours mêlant préservation et écologie du nord-ouest du Pacifique. Avant, je pensais que mon monde se limitait à 4 murs et des antiquités, mais une fois que j'ai cessé d'attendre la validation de ma famille, j'ai trouvé des gens qui valorisaient ce que je faisais et une voix qui ne tremblait plus sous le jugement. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vivante. Pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que j'avais trouvé ma place. Cette année, pour la première fois en plus de 15 ans, c'était moi qui invitais, une semaine avant Thanksgiving. J'ai appelé à la maison. Papa a répondu.
Si vous voulez, vous pouvez venir à Portland cette année, je cuisinerai. Juste nous trois. Il y a eu une pause, puis papa a dit: Ta mère aimerait ça? Pas d'excuses, pas de reproches. C'était suffisant. Le jour de Thanksgiving. Je les ai accueillis chez Hartman Héritage. Maman portait un manteau vert olive, les cheveux relevés, les lèvres roses pâles. Papa avait des lunettes de soleil et une casquette de baseball. À l'intérieur, maman s'est émerveillée de la beauté de la galerie. Papa aéré, ses doigts effleurant un buffet en noyer. Quel âge a celui-ci? A-t-il demandé. Vers 18. Ai-je répondu. Noyer du nord-ouest du Pacifique. Assemblé à la main. Il a hoché la tête, silencieux mais plus doux qu'avant, à l'étage. Mon loft brillait avec des armoires en chêne et des lumières vintage. Le dîner était du poulet au romarin, de la purée de pommes de terre, de la sauce aux canneberges et une tarte aux noix de pécan que j'avais cuite ce matin-là. Rien d'extravagant, juste de la nourriture que je voulais partager. Nous avons mangé calmement, sans tension. Papa a posé des questions sur mes cours, maman a partagé des nouvelles du quartier, personne n'a mentionné Daniel. Personne n'a parlé d'argent. Après le dîner, j'ai versé du thé et j'ai tendu à maman une petite boîte blanche. Un cadeau, ai-je dit doucement. À l'intérieur, une broche en argent en forme de camélia du 19e siècle. Je l'avais trouvée à une vente aux enchères parce qu'elle correspondait à l'emblème du fonds Evergreen. C'est magnifique, a murmuré maman, la main tremblante. Tu sais que j'ai toujours aimé les camélias. Je m'en souviens, ai-je dit. Tu en portais un lors de la soirée des parents. Maman a cligné des yeux. Tu t'en souviens encore? Je m'en souviens. Toujours. J'ai appris que vivre fidèle à soi-même signifie parfois être seul, mais ça vaut chaque pas. Si mon histoire vous touche, partagez vos pensées ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà dû défendre vos rêves, même face à votre famille? J'aimerais savoir comment vous avez trouvé votre propre voie. Et si vous cherchez encore, souvenez-vous de ceci. Vous ne devez votre silence ou votre succès à personne. Protégez vos limites, honorez vos passions et continuez à construire une vie qui reflète qui vous êtes. Si vous croyez en ce voyage, abonnez-vous et restez avec moi. Continuons à prouver que la force silencieuse peut tout changer.